Ce n'est certes pas une expérience que vivent tous les jeunes hommes nés en France, mais certains font le choix de défendre leur pays. En s'engageant dans l'armée, ces hommes d'une vingtaine d'années font souvent face à leur première grande séparation. Une rupture avec la société civile, une séparation avec une petite amie ou parfois même un sentiment d'aliénation vis-à-vis de la vie urbaine trépidante qui leur devient étrangère. Pour les jeunes femmes de 20 ans qui décident d'attendre leur compagnon militaire, cette période d'attente peut sembler encore plus lourde et incertaine. L'héroïne de notre histoire d'aujourd'hui est une jeune femme russe, blonde aux yeux bleus, qui a attendu son amour avec une patience inébranlable. Dans une situation si difficile que l'on dit que moins d'un couple sur 10 Y survit, elle a attendu cet homme français pendant 2 longues années. Pourtant, le jour de leur retrouvaille tant espérée, alors qu'elle accourait vers lui le cœur battant de joie, l'homme français la regardait avec un visage impassible et a faim de ne pas la connaître. Que s'est-il donc passé? Laissons-la nous raconter son histoire. Bonjour, je m'appelle Natacha. Au début des années 2000, je voulais laisser derrière moi le froid glacial d'un hiver à Saint-Pétersbourg pour monter dans un avion à destination de la France. À 6 ans, tout m'était inconnu et terrifiant, mais face à la décision ferme de mes parents, je n'avais d'autre choix que d'obéir. Mon père, qui avait réussi dans le commerce et la logistique avec la France, m'avait expliqué qu'une famille française de confiance, une de ses relations d'affaires, avait accepté de m'accueillir. Recevoir une éducation française et apprendre la culture te sera d'une grande aide pour ton avenir, m'avait-il dit. Ces paroles étaient toujours des décrets. Ma mère, quant à elle, tentait de dissiper la tristesse de la séparation en remplissant ma valise de chocolat russe. Lorsque j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, l'air lui-même était différent. Contrairement à l'air sec et glacial de la Russie, l'air du printemps parisien était humide et portait une étrange douceur sucrée. En franchissant les portes d'arrivée, j'ai aperçu une famille tenant une pancarte avec mon nom, un couple d'une 50aine d'années et un garçon qui semblait avoir mon âge. Le couple m'a accueilli avec un sourire bienveillant, tandis que le garçon mal à l'aise s'est contenté d'incliner la tête en guise de salut. « Bonjour Natacha. Bienvenue chez nous. J'avais appris quelques bases de français, mais dans une conversation réelle, je ne comprenais presque rien. Je me suis contentée de hocher la tête et de les suivre. Dans la voiture, la femme me posait sans cesse des questions sur la Russie, mais je ne pouvais répondre que par des oui et des non hésitants. Le garçon, dont j'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Léo, m'adressait parfois la parole en anglais. C'était un anglais scolaire et maladroit, mais jamais je n'avais été aussi heureuse d'entendre cette langue. Leur maison était un appartement parisien typique. Pour moi, qui avais grandi dans une grande demeure en Russie, il semblait petit, mais il s'en dégageait une atmosphère étrangement chaleureuse et confortable. La coutume de retirer ses chaussures en entrant dans l'appartement était nouvelle pour moi, tout comme la chaleur surprenante du plancher chauffant. La chambre qui m'était destinée était modeste, mais j'aimais la vue sur les toits de Paris que j'avais depuis la fenêtre. La première nuit seule dans mon lit, j'ai pleuré en silence. Mes parents et mes amis en Russie me manquaient et l'angoisse de savoir comment j'allais vivre dans ce pays inconnu me serrait le cœur. Le lendemain matin, une odeur étrange et alléchante a chatouillé mes narines et m'a réveillée. J'ai ouvert doucement la porte de ma chambre et j'ai vu la maîtresse de maison, Madame Dubois, s'affairer dans la cuisine. Sur la table, un petit déjeuner, comme je n'en avais jamais vu, était disposé des croissants, des tartines avec du beurre et de la confiture et du jus d'orange frais. « Ah, Natacha, tu es réveillée, viens t'asseoir, le petit déjeuner est prêt. » Son sourire chaleureux a un peu apaisé ma nervosité. Monsieur Dubois et Léo m'ont rejoint à table. Ils ont ri gentiment en me voyant manier maladroitement mon couteau pour étaler le beurre, mais leur rire n'était pas moqueur, il était empreint de bienveillance. Léo m'a montré comment faire et Madame Dubois n'arrêtait pas de me resservir du jus d'orange. « Ne t'inquiète pas ma chérie, prends ton temps, nous allons t'aider. » Le lycée fut un défi encore plus grand. La barrière de la langue était un mur immense et les regards curieux des autres élèves me suivaient partout. Les premiers jours, Léo a joué le rôle de mon interprète et protecteur. À la cantine, il restait toujours à mes côtés et me présentait à ses amis. Quand certains élèves me regardaient étrangement, Léo prenait toujours ma défense. Grâce à lui, je me suis peu à peu habituée à la vie scolaire. Le soir, Madame Dubois m'enseignait le français. Nous avons commencé par les bases « bonjour »,« merci »,« au revoir ». Monsieur Dubois, de temps en temps, me montrait des livres sur la Russie et me demandait de lui raconter des histoires sur mon pays natal. Leur intérêt et leur sollicitude rendaient ma vie en France de plus en plus facile. 1 mois, puis 2, passèrent. J'apprenais progressivement le français, je me suis fait des amis au lycée et Léo et moi sommes devenus encore plus proches. Il était toujours là pour moi, un soutien indéfectible. Nous faisions nos devoirs ensemble et le week-end, nous nous promenions dans le parc voisin, le Jardin du Luxembourg, en parlant de nos cultures respectives.
Sa curiosité sincère et sa gentillesse me mettaient en confiance. Quand l'automne s'est installé, j'avais déjà le sentiment de faire partie de la famille, se lever le matin, prendre les repas ensemble, aller au lycée, rentrer, faire les devoirs. Cette routine était devenue naturelle. Je parlais à mes parents en Russie 1 fois par semaine au téléphone. Mon père me demandait toujours comment se passaient mes études et si tout allait bien, tandis que ma mère me répétait sans cesse de prendre soin de ma santé. Cet hiver-là, le jour de la première neige, tout a basculé. Sur le chemin du retour du lycée, Léo et moi nous amusions à nous lancer des boules de neige. Mais en arrivant à la maison, j'ai vu que le visage de Madame Dubois était inhabituellement grave. Elle m'a appelée et m'a conduite dans le salon. Monsieur Dubois était assis là, l'air sombre. Natacha, nous avons reçu un appel de Russie. À cet instant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Rien qu'à l'expression de son visage, j'ai su que ce n'était pas une bonne nouvelle. J'ai porté le combiné qu'il me tendait à mon oreille avec une main tremblante. Une voix d'homme inconnu m'a parlé en russe. Il s'est présenté comme un policier de Saint-Pétersbourg. Il m'a annoncé qu'un grave incendie avait ravagé l'usine de mes parents et que tous les deux. Il n'a pas pu terminer sa phrase. Je suis restée là figée, le téléphone serré dans ma main. Mes parents étaient morts. Au moment où ces mots ont traversé mon esprit, mon monde s'est effondré. Mes jambes ont flanché et je me suis écroulée sur le sol. Madame Dubois s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Cette nouvelle soudaine avait vidé mon esprit et une douleur insoutenable me déchirait la poitrine. La nouvelle qui suivit fut un choc encore plus grand. L'usine n'était pas correctement assurée et tous nos biens avaient disparu dans l'incendie. En Russie, la plupart de nos parents vivaient loin à cause du caractère difficile de mon père et il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Devenue orpheline, je ne savais plus où aller ni quoi faire. Pendant plusieurs jours, je ne suis pas sortie de ma chambre. Je ne mangeais presque plus, je n'allais plus au lycée. Je passais mes journées à regarder par la fenêtre en pleurant. Léo s'inquiétait pour moi devant ma porte et Madame Dubois l'ouvrait silencieusement pour y déposer de la nourriture. 1 semaine plus tard, Monsieur et Madame Dubois ont frappé à ma porte. Ils sont entrés sans un bruit et se sont assis à côté de moi. « Natacha, il faut qu'on te parle. » J'ai levé les yeux vers eux. La voix de Monsieur Dubois était ferme mais pleine de chaleur. « Depuis le début, nous avons beaucoup échangé avec tes parents à ton sujet. Et maintenant, tu fais partie de notre famille. Ne t'inquiète plus de savoir où tu vas aller. Tu es notre fille maintenant, tu resteras ici avec nous. » Les yeux de Madame Dubois étaient remplis de larmes. Elle m'a serré la main très fort. À cet instant, au milieu de mon désespoir, une petite lueur d'espoir a commencé à briller dans mon cœur. Dans ce pays étranger, dans cette maison inconnue, j'avais trouvé une nouvelle famille. Leurs mains chaleureuses ont commencé à panser mes blessures petit à petit. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise à la table du dîner. Léo, avec un sourire timide, m'a tendu la corbeille de pain et Madame Dubois avait préparé plus de plats que d'habitude. Monsieur Dubois, en buvant silencieusement un verre de vin, a répété une fois de plus « À partir de maintenant, nous sommes une famille ». Devant cette table si chaleureuse, j'ai retrouvé le courage de vivre. Dès le lendemain, j'ai recommencé à aller au lycée. Ma tristesse était toujours là, mais je pouvais désormais avancer en la portant avec moi. Léo était plus prévenant que jamais et mes amis ayant appris ma situation se montraient encore plus gentils. Ma nouvelle vie en France. Elle prenait une direction complètement différente de celle que j'avais imaginée. Lorsque le printemps est revenu, beaucoup de choses avaient déjà changé en moi. Je parlais français avec beaucoup plus d'aisance et j'appréciais ma vie au lycée. Plus important encore, je sentais désormais que cette maison était la mienne. Monsieur et Madame Dubois sont devenus mes tuteurs légaux et avec l'aide de l'ambassade de Russie, nous avons rempli tous les documents nécessaires. Les dîners en famille devant la télévision, les promenades du week-end au parc, ces moments de vie quotidienne s'accumulaient. Je pouvais maintenant plaisanter avec Léo et j'aidais Madame Dubois en cuisine. Parfois, je leur préparais des plats russes. Je me souviens encore de l'expression de surprise de Léo, la première fois qu'il a goûté un borsch. Le temps a passé et je me suis de plus en plus intégrée à cette famille. Le manque de mes parents était toujours présent, mais l'amour de ma nouvelle famille comblait peu à peu ce vide. La présence de Léo en particulier était un immense réconfort. Nous étions dans le même lycée, amis et membres d'une même famille qui se soutenaient mutuellement. Si ce coup de téléphone tragique n'avait pas eu lieu, où serais-je aujourd'hui probablement de retour en Russie, menant une vie complètement différente. Mais le destin a voulu que je reste ici avec cette famille. La chaleur que j'ai trouvée dans une maison inconnue en France, c'était le nouveau départ de ma vie. Et ainsi, j'ai continué à vivre comme une Française. Le temps a filé. Le jour de la remise des diplômes du lycée Monsieur et Madame Dubois, regardez mon diplôme avec la fierté de véritables parents.
La jeune fille russe arrivée 3 ans plus tôt était devenue une jeune femme prête à entrer à l'université en France. Léo a été diplômé en même temps que moi et nous avons pris des photos ensemble en parlant de notre avenir. Il avait été accepté dans une prestigieuse école d'ingénieurs et moi, grâce à un programme spécial pour les étudiants étrangers à l'université de la Sorbonne. Le premier jour à l'université, le campus bourdonnait d'activités. Avec mes cheveux blonds et mes yeux bleus, typiquement russes, j'attirais les regards où que j'aille. Lors de la journée d'orientation, plusieurs étudiants sont venus me parler et j'ai pu converser avec eux dans un français désormais fluide. Ce soir-là, de retour à la maison, alors que je racontais ma première journée à table, le regard de Léo ne me quittait pas. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais se contentait de sourire. La vie universitaire était totalement différente de celle du lycée. Du temps libre, des gens variés et une quantité infinie de travail. J'ai commencé à étudier le commerce international, tandis que Léo étudiait le génie mécanique. Nos campus étaient différents, mais nous passions toujours nos week-ends ensemble. Faire du vélo sur les quais de Seine, lire dans un café du quartier latin ou simplement regarder un film à la maison. Même ces petites choses nous rendaient heureux. Un jour de printemps, alors que les marronniers étaient en fleurs, nous nous promenions dans un parc. Léo s'est soudainement arrêté et m'a regardé. Son regard était différent. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai eu le pressentiment qu'il allait dire quelque chose d'important. Mais à cet instant précis, son téléphone a sonné, brisant ce moment magique. Après ce jour, nous avons continué à nous comporter comme d'habitude, mais nous sentions tous les deux que quelque chose avait changé. Les vacances d'été ont commencé et monsieur et madame Dubois ont organisé un voyage sur la Côte d'Azur. C'était un voyage en famille et bien sûr, Léo et moi étions de la partie. Nous avons pris d'innombrables photos avec la mer et le ciel azur en toile de fond. Un soir, alors que nous regardions les étoiles depuis le balcon de notre hôtel, la main de Léo a effleuré la mienne. Surprise, je l'ai regardé, mais il a fait comme si de rien n'était et a continué à me décrire les constellations. En 2e année d'université, nos sentiments se sont encore approfondis, mais aucun de nous n'osait les avouer. Nous vivions sous le même toit et nos parents nous considéraient comme frères et sœurs. Comment pouvions-nous changer cette relation ? Cela semblait impossible. Alors, tout en connaissant les sentiments de l'autre, nous continuons à vivre comme de simples amis, comme une famille. À l'université, les invitations à des soirées étudiantes ne manquaient pas. Les étudiants français étaient intrigués par mon apparence exotique et mes amis essayaient souvent de m'arranger des rendez-vous. Au début, je refusais, mais face à leur insistance, j'ai fini par accepter quelquefois. Cependant, aucune de ces rencontres n'a réussi à toucher mon cœur. En rentrant à la maison, après un rendez-vous, il me suffisait de voir Léo en train de lire dans le salon pour que l'autre homme s'efface complètement de mon esprit. La situation était la même pour Léo. Une de ses camarades de promotion venait souvent à la maison et les voir travailler ensemble sur leurs projets me serrait le cœur. Mais je ne pouvais jouer que le rôle du membre de la famille qui leur apporte gentiment un goûter. Après son départ, je taquinais souvent Léo et à chaque fois il me demandait en riant « Tu es jalouse ». Je n'ai jamais avoué, mais nous savions tous les deux la vérité. Un jour d'automne, nous étions seuls à regarder un film dans le salon. Nos parents étaient partis pour tout le week-end assister au mariage d'un cousin. Au milieu du film, Léo a soudainement éteint la télévision avec la télécommande et m'a regardé. Ses yeux brillaient d'une lueur de détermination. « Natacha, il faut que je te parle ». Mon cœur battait la chamade. Je m'attendais enfin à entendre les mots que j'espérais. Mais la suite de sa phrase fut une surprise totale. « La semaine prochaine, je m'engage dans l'armée ». J'étais sous le choc. Je savais que certains jeunes Français faisaient ce choix, mais Léo avait toujours dit qu'il penserait à sa carrière après avoir obtenu son diplôme. Face à cette décision soudaine, j'étais sans voix. Léo m'a expliqué qu'il s'intéressait depuis longtemps aux missions de sauvetage en cas de catastrophe et aux opérations de maintien de la paix et qu'il avait lu des brochures de l'armée de terre. Il sentait qu'en continuant sa vie d'étudiant, il manquait d'un objectif clair. Et est-ce que les sentiments compliqués entre nous avaient précipité sa décision ? Il a dit calmement « J'ai besoin de me confronter à un environnement difficile, de voir ce que je peux faire pour la société et de réfléchir à ce qui est vraiment important dans ma vie. » Cela ne sonnait pas comme une fuite, mais comme le résultat d'une profonde réflexion. J'avais le cœur brisé. Mais face à sa détermination, je ne pouvais rien dire. J'avais mal, mais je comprenais. Une semaine plus tard, Léo, les cheveux coupés très courts, a quitté la maison. En lui disant au revoir sur le pas de la porte, j'aurais voulu le serrer dans mes bras, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est agiter la main et lui dire « Prends soin de toi ». La maison sans lui semblait étrangement vide. Le même espace, les mêmes personnes, mais l'absence de Léo laissait un vide immense.
Les premières semaines ont été difficiles, mais je me suis progressivement plongée encore plus dans mes études pour passer le temps. Chaque week-end, j'accompagnais Monsieur et Madame Dubois pour lui rendre visite. Au centre de formation, Léo souriait toujours et disait que tout allait bien. Mais son regard disait autre chose. Le temps a passé et Léo a été affecté à son régiment. Le contact est devenu plus rare et les quelques lettres qu'il envoyait ne parlaient que de banalité. Je me suis consacrée à mes études et j'ai attendu. À l'université, de nombreux hommes continuaient de me courtiser. Il y avait notamment un étudiant plus âgé qui s'était approché de moi en prétextant vouloir apprendre le russe. Il était gentil et intelligent. J'ai accepté sa proposition de m'aider en français en échange de cours de russe. Après quelques leçons, il m'a avoué ses sentiments, mais mon cœur était déjà pris. Je l'ai conduit poliment, mais il n'a pas abandonné. Il m'envoyait des messages insistants et m'attendait parfois après les cours. C'était inconfortable, mais sa persévérance était aussi un peu touchante. Un jour, cet étudiant m'attendait devant l'université et a insisté pour me raccompagner. Comme il pleuvait, j'ai accepté sa proposition. Arrivé devant l'immeuble, nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée sous son parapluie. Au moment de nous dire au revoir, il a soudainement tenté de me prendre dans ses bras. Surprise, j'ai reculé. C'est alors que j'ai senti une présence derrière moi. En me retournant, j'ai vu Léo. Vêtu de son uniforme, son visage était crispé de colère. Surprise, j'ai prononcé son nom, mais il est passé à côté de nous sans un mot et est entré dans l'immeuble. Je me suis rapidement excusée auprès de l'étudiant et suis entrée à mon tour, mais Léo avait déjà claqué la porte de sa chambre. « Léo, quand es-tu rentré ?» Aucune réponse. J'ai frappé à sa porte, mais sans succès. Ce soir-là, à table, l'ambiance était glaciale. Ses parents étaient ravis de cette permission surprise, mais Léo restait silencieux. Il n'a pas croisé mon regard une seule fois. À partir de ce jour et jusqu'à la fin de sa permission, Léo m'a évité. Quand je lui parlais, il répondait brièvement et semblait même mal à l'aise de se trouver dans la même pièce que moi. J'ai tenté de lui demander ce qui n'allait pas, mais il se contentait de dire rien. Pourtant, son regard était rempli d'un sentiment qui ressemblait à de la trahison. Quand Léo est retourné à son régiment, la maison est devenue encore plus silencieuse. Madame Dubois m'a interrogée sur son comportement étrange, mais je ne connaissais pas non plus la raison. Je soupçonnais seulement qu'il avait mal interprété la scène avec l'étudiant. J'ai essayé de lui envoyer des messages, mais ses réponses étaient laconiques et il ne répondait presque jamais au téléphone. Le temps a passé ainsi. 1 an s'est écoulé et la date de la fin de son engagement approchait. J'étais partagée entre l'espoir et l'angoisse. Allait-il être toujours aussi froid à son retour après 2 ans ou pourrions-nous retrouver notre complicité d'avant ? Le jour J, je suis allée l'accueillir devant la caserne avec monsieur et madame Dubois. En voyant Léo sortir en civil, mon cœur s'est serré. Il a longuement étreint ses parents, puis m'a adressé un sourire gêné et a légèrement incliné la tête. Dans la voiture du retour, il ne m'a presque pas adressé la parole, se contentant de raconter sa vie à l'armée à ses parents. Une fois à la maison, son attitude n'a pas changé. Il me traitait comme une étrangère. La nuit tombée allongée dans mon lit, j'ai réfléchi. J'ai pris la décision que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Il fallait que je lui demande directement ce qui s'était passé, pourquoi il avait tant changé. Demain, je lui parlerai, c'est certain. Je me suis endormie avec cette résolution. Le lendemain matin du retour de Léo, le petit déjeuner fut empreint de malaise. Monsieur et madame Dubois tentaient de maintenir une conversation enjouée, mais un mur invisible s'était dressé entre Léo et moi. Il fixait son bol en mangeant et ne me répondait que par monosyllabes. Il fallait que ça cesse. Après que son père soit parti travailler et sa mère faire les courses, j'ai pris mon courage à 2 mains et me suis plantée devant la porte de sa chambre. J'ai frappé, mais aucune réponse. J'ai frappé à nouveau. La porte s'est finalement ouverte à contre-cœur et il m'a fixée avec le même regard froid. Je pense qu'il faut qu'on parle. À mes mots, il a soupiré et secoué la tête. Il n'y a rien à dire. J'ai retenu sa main alors qu'il tentait de refermer la porte. Mais à cet instant, son téléphone a sonné. Il a décroché précipitamment, a dit qu'il devait sortir et a quitté la maison en toute hâte. Ce jour-là non plus, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Les jours suivants se sont ressemblés. Léo était soit absent, soit il m'évitait. Parfois, j'entendais le son de sa guitare s'échapper de sa chambre, mais ce n'étaient plus les airs qu'il aimait jouer avant de partir. C'étaient des mélodies inconnues, tristes et poignantes qui me brisaient encore. Plus le cœur. 1 semaine s'est écoulée. Prétextant être occupé par ses démarches de réinscription à l'université, Léo restait fermé. Un soir, monsieur et madame Dubois étaient sortis chez des parents, nous laissant seuls à la maison. Je lisais dans le salon et lui était enfermé dans sa chambre. Soudain, la sonnette a retenti. C'était un livreur. Léo avait commandé du poulet frit. En le voyant sortir de sa chambre pour payer, j'ai su que c'était ma chance.
J'ai préparé des assiettes et des verres sur la table basse du salon et j'ai attendu en silence. Léo, la boîte de poulet à la main, s'apprêtait à retourner dans sa chambre, mais en me voyant, il a hésité. Je n'ai rien dit, je lui ai simplement souri. Il a soupiré et s'est assis à contre-cœur à la table. Nous avons commencé à manger en silence. Autrefois, nous aurions débattu en riant pour savoir quel morceau était le meilleur. Maintenant, nous fixions nos assiettes. L'atmosphère était suffocante. J'ai bu un grand verre d'eau et j'ai rassemblé mon courage. Léo, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pourquoi as-tu changé comme ça d'un seul coup? Il n'a pas répondu tout de suite. Il se contentait de fixer le morceau de poulet dans sa main. J'ai attendu. Finalement, il a parlé. Tout a changé, c'est tout. J'ai changé et toi aussi. Sa réponse évasive a fait monter en moi un sentiment de frustration. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il a levé les yeux vers moi. Des émotions complexes tourbillonnaient dans son regard, mais il restait hermétique. Il s'est levé pour retourner dans sa chambre. Je lui ai attrapé le bras. Pour la première fois, ses émotions ont explosé. « Laisse-moi tranquille, d'accord? Tu as ta propre vie maintenant, je n'ai pas à m'en mêler. » Eh bien, sur ces mots, il est entré dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée seule dans le salon, retenant mes larmes, essayant de comprendre le sens de ses paroles. « Ta propre vie ?» Qu'est-ce que cela voulait dire? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Quelques jours plus tard, les amis de Léo sont venus le chercher pour fêter son retour. Je suis restée seule à la maison perdue dans mes pensées. Il était 23h et personne n'était encore rentré. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivie de bruits de pas chancelants. Je suis sortie doucement et j'ai vu Léo ivre, incapable d'enlever correctement ses chaussures. « Léo, ça va, tu te sens mal ?» Il a levé la tête vers moi. Son regard n'était plus froid, mais rempli de tristesse et de manque. Je l'ai aidé à s'asseoir sur le canapé du salon. Je lui ai apporté un verre d'eau et je l'ai observé. Il a bu l'eau d'un trait. Natacha, c'était la première fois depuis si longtemps qu'il prononçait mon nom. L'émotion dans sa voix m'a serré le cœur. Il était ivre mais peu. Être pour cette raison, il semblait plus sincère. Je me suis assise à côté de lui et j'ai attendu. En vérité, tu m'as terriblement manqué. À ces mots, mon cœur s'est emballé. Léo a fermé les yeux un instant, a pris une profonde inspiration et a continué. Quand j'étais à l'armée, je pensais à toi toutes les nuits. Ce qui me faisait tenir, c'était de savoir que tu étais là. Trop surprise pour parler, je l'écoutais, me livrer son cœur. L'été dernier, j'ai eu une permission surprise. Je ne l'ai dit à personne, je suis rentrée à la maison. Je voulais te faire la surprise. Sa voix tremblait, je lui ai pris la main. Il ne l'a pas retirée. En arrivant devant l'immeuble, je t'ai vu avec un autre type. Vous marchiez ensemble sous un seul parapluie. Vous aviez l'air si proche. Et puis, il a essayé de te prendre dans ses bras. Soudain, tout est devenu clair. L'incident avec l'étudiant. Léo avait assisté à la scène par hasard, mais il avait tout mal interprété. C'est là que j'ai compris. Moi, je n'étais plus qu'un simple soldat démobilisé. Toi, tu es belle, intelligente, tu mérites quelqu'un de mieux. Quelqu'un comme ce type, quelqu'un de bien qui peut te rendre heureuse. Une larme a coulé sur la joue de Léo. Était-ce l'alcool ou l'émotion? Je ne savais pas, mais je sentais que c'était sincère. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai serré sa main plus fort et lui ai dit ma vérité. C'est un malentendu. Cet étudiant voulait juste apprendre le russe. Ce jour-là, il pleuvait, alors il m'a proposé de me raccompagner, c'est tout. C'est lui qui a eu ce geste déplacé alors que je l'avais déjà repoussé. Les yeux de Léo se sont agrandis. Il semblait ne pas pouvoir croire ce que je disais. Pour être honnête, je suis amoureuse de toi depuis le lycée. Même si nous vivions comme une famille, mes sentiments étaient différents. La raison pour laquelle je ne voulais pas retourner en Russie, la raison pour laquelle je voulais étudier ici, c'était pour toi. En prononçant ces mots, j'ai senti comme si un barrage d'émotions contenues depuis si longtemps cédait enfin. Les larmes ont commencé à couler et je ne pouvais plus cacher ce que je ressentais. Léo me regardait incrédule. C'est vrai, pendant ces 2 ans, beaucoup d'hommes se sont approchés de moi, mais mon cœur n'a jamais vacillé. Je ne pensais qu'à une chose, savoir si tu allais bien à l'armée et quand tu allais rentrer. Des larmes coulaient maintenant aussi des yeux de Léo. Il a lentement tendu la main et a essuyé celles qui coulaient sur mes joues. Le contact de sa main était si chaud. Moi aussi je t'aime, depuis le début, depuis que t'es arrivé de Russie. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression que tous les sons du monde s'étaient arrêtés. C'étaient les mots que j'attendais depuis si longtemps. Léo m'a doucement attirée à lui et je me suis blottie dans ses bras. Les battements de son cœur résonnaient contre mon oreille rapide et puissant. « Mais comment on va faire? Papa et maman nous voient comme frères et sœurs. » Ces paroles m'ont ramenée à la réalité. Nos sentiments étaient enfin avoués, mais la situation restait complexe.
Monsieur et Madame Dubois nous considéraient comme leurs enfants et il ne serait pas facile de changer cela du jour au lendemain. Pour l'instant, gardons ça secret entre nous. On prendra le temps d'y réfléchir et on leur parlera quand le moment sera venu. Léo a hoché la tête, puis il a murmuré doucement « Pardonne-moi d'avoir mal interprété. J'ai été un idiot. J'ai serré sa main en retour et j'ai souri. Ce n'est rien. Maintenant, j'ai tout compris. Cette nuit-là, nous sommes restés assis côte à côte sur le canapé du salon et avons parlé pendant des heures. De sa vie à l'armée, de mon expérience à l'université et du manque que nous avions ressenti l'un pour l'autre. Tous les malentendus s'étaient dissipés et nos cœurs s'étaient enfin trouvés. Nous sommes retournés chacun dans notre chambre avant que ses parents ne rentrent. Mais il n'y avait plus de mur invisible entre nous. Au contraire, il y avait l'excitation de partager un nouveau secret. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond en réfléchissant. Quelle direction notre relation allait-elle prendre? Quand et comment allions-nous l'annoncer à la famille? Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais une seule chose était sûre, nos cœurs s'étaient enfin rejoints. Le lendemain matin, à table, le regard de Léo était complètement différent. Il n'était plus froid ni indifférent. Ses yeux étaient remplis de chaleur et de tendresse et il m'a fait un clin d'œil discret quand ses parents ne regardaient pas. Ce petit geste a fait battre mon cœur plus fort. Nous sommes donc devenus des amants secrets. À l'extérieur, nous nous comportions comme des amis normaux, parfois comme une famille, mais lorsque nous étions seuls, nous ne cachions plus nos sentiments. Léo a repris ses études et j'ai continué ma 3e année. Comme nos campus étaient différents, il était difficile de se voir à l'université, mais il nous arrivait de nous croiser par hasard à la bibliothèque. Ces jours-là, nous passions du temps ensemble dans un café à étudier. Parfois, je me sentais coupable. Était-il juste de cacher un tel secret à monsieur et madame Dubois qui nous avaient tout donné, mais je n'avais pas encore le courage de leur parler de notre relation. Tout en sachant que nous devrions un jour leur dire la vérité, j'avais peur de perdre le bonheur que nous vivions. Notre amour secret a duré 1 mois, puis 2. Léo et moi menions une double vie amant, à l'extérieur, famille à l'intérieur. Parfois, la situation était comique, parfois frustrante. Le plus difficile était lors des réunions de famille où nous étions assis l'un à côté de l'autre, sans même pouvoir nous tenir la main. Mais même dans ces moments, le simple fait de croiser nos regards nous remplissait d'un bonheur secret. Un week-end, Léo m'a emmené au sommet de la Tour Eiffel. Le temps était magnifique et la vue de Paris s'étendait à nos pieds. Là, au milieu des couples qui scellaient leur amour, Léo a sorti une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un pendentif en forme de petite clé. C'est notre promesse. Jusqu'au jour où nous pourrons crier notre amour à tout le monde, son cadeau m'a ému aux larmes. Ce pendentif qu'il a passé à mon cou est devenu le symbole précieux de notre secret. À partir de ce jour, chaque fois que je le touchais, les sentiments de Léo me paraissaient encore plus réels. 1 mois plus tard, c'était l'anniversaire de monsieur Dubois. Toute la famille s'est réunie pour le dîner. Madame Dubois avait préparé son fameux bœuf bourguignon et j'avais fait une salade russe. Léo avait offert une bonne bouteille de vin à son père. C'était une soirée joyeuse, remplie de rires et de conversations. Après le repas, au moment de couper le gâteau, monsieur Dubois s'est soudainement raclé la gorge. Son expression est devenue sérieuse et l'atmosphère a changé en un instant. En ce jour d'anniversaire, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Nous avons tous tendu l'oreille. Monsieur Dubois nous a regardés, Léo et moi, tour à tour, avant de continuer. Vous deux, quand comptiez-vous nous le dire? À ces mots, Léo et moi, nous sommes figés. Nous avons tout de suite compris ce qu'il voulait dire, mais nous ne savions pas quoi répondre. Madame Dubois a souri en prenant la main de son mari. Vous pensiez vraiment qu'on n'avait rien remarqué? La façon dont vos regards ont changé, impossible de ne pas le voir. J'étais stupéfaite que nos parents connaissent notre secret. Le visage de Léo est devenu écarlate et je baissai la tête en triturant mes doigts. Après un silence, monsieur Dubois a repris la parole. En réalité, nous le savons depuis longtemps. Depuis le lycée, nous avions remarqué que vous aviez des sentiments particuliers l'un pour l'autre. Madame Dubois a acquiescé. Je l'avais remarqué avant même que Léo ne parte à l'armée. Et Natacha, quand tu refusais tous les rendez-vous avec d'autres garçons, je savais pourquoi. En entendant cela, Léo m'a regardé avec des yeux ronds de surprise. J'étais si gênée que je ne savais plus où me mettre. Monsieur Dubois a levé son verre de vin et a souri. En fait, nous attendions. Nous attendions le jour où vous trouveriez le courage de nous en parler, puis il a prononcé les mots les plus incroyables et nous vous donnons notre bénédiction, des mots que je n'osais espérer. La réaction que nous redoutions le plus était en fait une bénédiction. Léo et moi nous sommes regardés. Ses yeux aussi étaient remplis de surprise et de joie. Madame Dubois s'est levée et nous a pris tous les deux dans ses bras. Maintenant, nous allons vraiment devenir une famille.
Ce soir-là, nous avons partagé notre dernier repas en tant que frères et sœurs, remplis du soulagement de ne plus avoir à cacher nos sentiments. Monsieur Dubois a sorti une bouteille de vodka russe et a proposé un toast spécial pour célébrer. Cet instant restera gravé comme l'un des plus heureux de ma vie. Après cela, notre relation est devenue officielle. La nouvelle s'est répandue dans la famille et la plupart des gens nous ont félicités. Bien sûr, certains ont trouvé cela étrange, mais ont compris que nous n'avions aucun lien de sang et que nous nous aimions sincèrement. Les amis de Léo, eux, trouvaient que notre histoire était digne d'un film et nous enviaient. Léo est retourné à l'université et a travaillé dur pour obtenir son diplôme. Et j'ai commencé à travailler à temps partiel comme interprète en russe. J'ai acquis de l'expérience dans une petite société de commerce qui m'a permis de gagner un peu d'argent de poche. Parfois, nous étudions ensemble jusqu'à tard dans la nuit à la bibliothèque. Ces soirs-là, en rentrant, monsieur et madame Dubois nous attendaient avec une tisane chaude. J'ai reçu ma bague de fiançailles le jour de la remise de diplôme de Léo. Alors qu'il portait sa toge et sa coiffe, il s'est soudainement agenouillé et a sorti une petite boîte. Tous les gens autour de nous regardaient. J'ai rougi de timidité, mais face à sa demande en mariage, si sincère, je n'ai pas hésité à dire oui. Des applaudissements ont éclaté autour de nous et ses parents, les larmes aux yeux, nous ont serrés dans leurs bras. Les préparatifs du mariage se sont déroulés plus facilement que prévu. J'ai annoncé la nouvelle à ma famille en Russie et plusieurs d'entre eux ont prévu de venir au Japon pour la cérémonie. La plupart des parents de Léo ont également béni notre union. Madame Dubois voulait absolument me voir porter une belle robe de mariée française, ce que j'ai accepté avec joie. Nous avons décidé que je porterais à la fois une robe de mariée de style occidental et une tenue plus simple rappelant mes origines russes, ce qui était spécial. Le jour du mariage, j'ai reçu un cadeau inattendu. Ma tante venue de Russie m'a apporté une photo de mes parents et un petit héritage familial, les boucles d'oreilles en perles de ma mère. En les mettant, j'ai eu l'impression que mes parents étaient là avec moi. Ma tante m'a serré la main et m'a dit que s'il pouvait me voir aujourd'hui, il serait incroyablement fier. Beaucoup de monde s'était rassemblé pour la cérémonie, les amis d'université de Léo, mes amis russes et notre famille. C'était un mariage spécial, un mélange de deux cultures. Léo, dans son costume, avait l'air nerveux, mais quand je suis entrée dans ma robe de mariée, j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. À cet instant, j'ai su que tout notre parcours avait mené à ce jour. Après le mariage, nous avons loué un petit appartement et avons commencé notre vie de jeune mariée. Léo a d'abord eu du mal à trouver un emploi dans une grande entreprise, mais il a finalement été embauché dans une PME. Son salaire de départ était modeste, mais il faisait toujours de son mieux. J'ai continué mon travail d'interprète pour compléter nos revenus. Nous n'étions pas riches, mais notre vie dans notre propre foyer était un pur bonheur. Le temps a passé. 1 an après que Léo a trouvé un emploi stable, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Nous étions fous de joie à l'idée d'avoir notre premier enfant. Ses parents étaient également aux anges à l'idée d'avoir leur premier petit enfant et ils venaient souvent nous voir pour cuisiner ou nous aider avec le ménage. Pendant ma grossesse, nous avons vécu de nombreuses expériences amusantes mêlant les traditions françaises et russes. En Russie, on dit que si une femme enceinte mange des choses salées, son enfant sera beau, mais en France, on m'a conseillé d'éviter le sel, ce qui nous a bien fait rire. Quand notre fils est né, l'émotion que j'ai ressentie en tenant cette petite vie dans mes bras est indescriptible. Léo a touché les petits doigts du bébé et à cet instant, nous avons senti que nous étions devenus une vraie famille. Nous l'avons appelé Hugo et nous lui avons donné un deuxième prénom russe, celui de mon père. C'était le premier fruit de notre foyer où deux cultures coexistaient. Quand Hugo a eu 3 ans, j'ai appris que j'attendais notre deuxième enfant. Une fille cette fois. Peu avant la naissance, Léo est rentré à la maison avec une excellente nouvelle. Il avait obtenu une promotion et une augmentation de salaire. Notre vie devenait de plus en plus stable et nous avons commencé à prévoir de déménager dans une maison plus grande. Aujourd'hui encore, en me levant le matin et en regardant par la fenêtre, je réfléchis. Qui aurait pu imaginer qu'en arrivant à 16 ans dans un pays inconnu, je construirais une famille si heureuse ? Parfois, mes parents me manquent et mon cœur se serre, mais maintenant j'ai ma propre famille. Léo, Hugo est notre fille qui va bientôt naître. Je n'aurais jamais pensé que la jeune fille blessée de Russie trouverait un amour si chaleureux en France. De l'autre pièce, j'entends Hugo courir et Léo s'affaire en se préparant pour le travail. Ce quotidien si banal est pour moi le plus précieux des cadeaux. Chaque matin, en disant au revoir à Léo, je suis remplie de gratitude. Envers monsieur et madame Dubois et envers mon mari. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. En y repensant, je crois que chaque étape était nécessaire.
La douleur en Russie, l'adaptation en France, le malentendu et la réconciliation avec Léo et le bonheur d'aujourd'hui, chaque moment a été une expérience inestimable qui m'a conduite là où je suis. Il y aura sans doute d'autres épreuves à l'avenir, mais je sais qu'avec cette famille, nous pourrons tout surmonter. Je souris en voyant Léo qui ajuste sa cravate devant le miroir. Il ressemble toujours à ce garçon que j'ai rencontré pour la première fois. Un homme gentil, chaleureux et responsable. La plus grande bénédiction de ma vie. Hugo court vers lui en criant « Au revoir papa » et Léo le soulève pour l'embrasser. Ce sont ces petits bonheurs qui complètent ma vie. Aujourd'hui encore, je commence ma journée avec un cœur rempli de gratitude, le cadeau que la France, ce pays autrefois inconnu, m'a offert.